parler plus en profondeur du projet Virtual.ca. Ouais, ben en fait, je rentre un peu comme le joueur de quatrième ligne qui a l'occasion de monter sa première ligne, là, parce que Véronique Lalande avait été invitée pour être ici, puis je pense qu'elle aurait pu appuyer beaucoup. Puis c'est elle qui a référé les organisateurs du séminaire de m'inclure. Je pense qu'on apporte un angle très différent à la parole citoyenne. Et avec tout ce qui s'est dit, ce qui est assez difficile, c'est qu'il y a tellement de stock qu'au cœur de notre projet, on veut prendre en considération, je ne serai pas en mesure de tout vous présenter la portée de notre réflexion derrière ce projet-là. Donc, 3 points principaux, mais disons 4 points que je veux vous amener aujourd'hui. En plus de vous introduire un peu c'est quoi votre pour ça, c'est quoi la mission derrière, c'est quoi l'objectif derrière. Au cœur de notre projet, c'est la question quelle est la nature de la parole citoyenne au 21e siècle, au début du 21e siècle. Alors que ça change en 10 ans, ça change tellement vite avec les moyens de communication. Donc, à ce stade-ci, snapshot d'aujourd'hui, que représente la parole citoyenne, qui est en soi très, très, très complexe comme réponse, mais on navigue un peu là-dedans. Puis comment on fait pour la capter plus efficacement, plus, je veux dire, plus concrètement, pour qu'elle génère une plus grande valeur, non seulement pour une gouvernance efficace. On est en plein dans la tendance des villes intelligentes, du gouvernement en ligne, du gouvernement ouvert. Bon, tu sais, c'est des paroles. Pour l'instant, c'est que des paroles avec quelques exemples concrets qui améliorent un peu l'accès de la parole citoyenne à la prise de décision. Puis le quatrième point, je ne vais pas y répondre, mais parce que c'est une question ouverte au cœur de notre projet, c'est comment l'insérer, une fois qu'on l'a capté, comment qu'on l'insère dans les processus existants. Moi, je suis très inspiré par un architecte américain qui a fait la biosphère à Montréal, Buckminster Fuller, qui disait quand il y a un modèle, quand vous voulez rendre un modèle caduque, essayez pas de le faire de l'interne. Partez un modèle en parallèle. Il va devenir caduque avec le temps. Pourquoi que les PC perdent de leur utilité, que la machine à taper a perdu de son utilité, de sa pertinence, c'est qu'il y a eu autre chose qui a été érigée en parallèle. C'est pas on enlève toutes les machines à taper, puis on fait juste rajouter un ordinateur. Donc, cette coexistence de différents modèles, pour moi, ça va être à travers ça, donc justement, je passais la table des matières de Diane Lamoureux, puis c'est au plus sacrant, démocratiser la démocratie. Donc, on sent qu'on est dans cette fracture d'améliorer nos processus démocratiques. On sent qu'on a un potentiel citoyen qui est sous-exploité. Donc, comment on fait pour l'insérer dans nos principes de gouvernance, dans nos lois, dans notre fonctionnement au quotidien? Je ne vais pas répondre à cette question-là, mais c'est plus une question en suspens que nous, on essaie de tester sur le terrain. Donc, essentiellement, c'est comment on fait c'est Joël, c'est ça? Oui, Joël. Tu mentionnais, comment faire la société alors qu'on est dans un contexte hyper diversifié, où la diversité s'amplifie à chaque génération, si ce n'est pas à chaque trend qui émerge. Comment on fait pour faire la société en tant que bon citoyen? Puis quand on est bouleversé à travers notre horaire quotidien, vite, il faut se lever, il faut aller porter les enfants à l'école. Du moins, je dis ça pour ceux qui ont des enfants ici. Comment on fait pour avoir un horaire relativement chargé, à peine avoir la capacité de passer du temps avec nos enfants, qu'on est en plus sollicité à s'impliquer dans des comités des mouvements citoyens. J'habite Limoilou, donc évidemment, je suis interpellé par la situation des poussières métalliques. Je n'ai pas participé à une seule rencontre, je n'ai pas participé à une seule manifestation. Ça ne me rend pas moins bon citoyen, mais du moment que l'occasion va se présenter, du moment que ma contribution va être sollicitée, je vais pouvoir y participer.
Donc, comment on fait pour capter tout ça alors que c'est relativement complexe? Je pense que je vais parler plus de ces deux premiers points-là, la nature de la parole citoyenne et comment la capter, avant de vous parler de vote pour ça. Peut-être que ça va vous mettre un peu plus en lumière, puis je vais pouvoir penser plus rapidement à travers. Pour moi, la parole citoyenne, c'est à la fois l'expression volontaire et l'expression involontaire. Donc, je m'explique. En tant que citoyen, on s'exprime sans le savoir. Puis le meilleur cas, promenez-vous sur le campus, puis regardez beau gazon, tout vert, tout, ben, plus maintenant, plus avec la petite bordée de neige. Là. Mais et regardez à terre les endroits où ce que les urbanistes appellent des lignes de désir. Donc, on a commencé à marcher pour couper. Donc, au lieu de suivre le trottoir à un angle perpendiculaire pour aller à la bibliothèque, je ne sais pas, je suis là. On voit un tracé rendu en terre. Ça, on vient de s'exprimer. On vient de dire aux aménagistes, vous avez mal fait votre job, en quelque sorte, parce que nous, on emploie ce chemin-là. Donc, instinctivement, par nos habitudes, par nos comportements, on agit d'une certaine façon qui communique de l'information, qui est en soi une parole citoyenne involontaire. Donc ça, c'est un exemple. Je pourrais vous en shooter une tonne d'éléments de nos habitudes de vie qui communiquent de l'information de très haute valeur pour les décideurs, qui, après ça, choisissent, dans la plupart des cas, de ne pas écouter, mais certains d'essayer de s'en inspirer pour arrimer un projet avec une expression citoyenne. Et évidemment, il y a l'expression volontaire qui est justement, Véronique qui décide, bon, moi je sollicite les médias, dès maintenant, j'ai quelque chose qui va attirer l'attention, donc je prends le micro, puis go, on se lance. Mais il y a aussi la parole citoyenne plus intime. Donc, les conversations de cuisine, les conversations de salon, les discussions autour d'un bon café à comment refaire le monde, un 5 à 7 qui se rend à 10 heures le soir, puis on est en train de complètement repenser le monde. C'est de la parole citoyenne qui plane. Comment on fait pour la capter? Comment on fait pour y donner une valeur substantielle à essayer de structurer, que le citoyen redevienne un peu plus acteur de son propre développement et le développement de sa propre communauté. Donc, quelques des éléments de la nature de la parole citoyenne aujourd'hui, c'est qu'elle est cloisonnée. Je donne cette caractéristique-là, qui coexiste avec d'autres caractéristiques. Donc, elle est cloisonnée, elle est captive de certaines idéologies. Hein, on veut une piste cyclable en plein hiver, t'es anti-char. Du moins si on se fie aux radios de Québec. Je pitch un peu n'importe quoi à la pièce, là. T'es membre de Québec solidaire, ben t'es pas un vrai indépendantiste. Ce type on est captif d'étiquettes projetées par les médias, projetées par nous-mêmes dans notre façon d'exprimer les choses, et on est captif aussi de relations publiques. Donc, une bonne campagne de TransCanada qui dit qu'on est bon pour le développement économique de nos régions. On a passé à la parole, c'est un citoyen corporatif. Il y a un droit d'expression comme tous les autres, mais ce droit-là est canalisé par une analyse qui rend compte des fins politiques. Donc, on est un peu captif aussi quand on entend ça, qu'il y a des intérêts derrière. Donc, en tant que citoyen, il faut qu'on soit encore plus allumé. Je dirais qu'auparavant, pas nécessairement, mais du moins, la complexité des enjeux, la complexité des intérêts fait en sorte qu'on a encore plus de pression sur les épaules à s'assurer de se faire une bonne tête sur des dossiers, justement, quand on arrive à un vox pop, là, on veut pouvoir contribuer, mais on n'est pas nécessairement outillé, parce qu'on n'a pas nécessairement pris le temps, les vertus de la lenteur, de prendre le temps d'y réfléchir. Donc, on est quand même captif. Parallèlement à ça, on est éparpillé.
On a une parole citoyenne éparpillée. Léon en a parlé, on navigue superficiellement à travers plusieurs sujets qui nous intéressent dans différents médias. On lit en diagonale. Même là, j'ai eu un réflexe de lire en diagonale. Y a-t-il des trucs là-dedans qui m'intéressent? OK, je viens de me faire une tête. Ça, c'est difficile. On est éparpillé aussi parce qu'on a une attention médiatique qui est éparpillée. On ne drille pas des sujets. On les drille pendant qu'on est dans une crise, puis après ça, on passe à autre chose. Mais c'est une parole citoyenne qui est sous-utilisée, qui est hyper connectée et, selon beaucoup, rendue à une certaine maturité où la combinaison d'être hyper connecté et de plus en plus expert dans nos domaines respectifs fait en sorte qu'on a la capacité d'avoir une parole citoyenne de groupe collectif intelligente. Donc, quand on parle de ville intelligente, c'est pas juste l'administration de la ville qui doit faire des affaires. C'est permettre à cette parole citoyenne de s'organiser, de se mobiliser, de produire une valeur pour sa communauté. Cela dit, comment on fait pour la capter? Vote pour ça est quand même inscrit dans dans une tendance ou peut-être même en amont de ça. Quand on veut s'intéresser aux innovations démocratiques, on ne peut pas faire autrement que regarder vers les municipalités. Le mouvement des données ouvertes, ça a été un mouvement initié dans les municipalités aux États-Unis et en Europe. On regarde l'urbanisme participatif, ce qu'on appelle le User-Centered Design, provient des municipalités, forcément c'est de l'urbanisme. Le tactical urbanism, civic hacking, c'est toutes des tendances qu'on est en train de voir émerger à gauche, à droite, qui ont pris forme au niveau de la municipalité. Et pour moi, au cœur de Vote pour ça, ça a été un son de cloche au moment du printemps érable, alors que les casseroles prenaient énormément d'ampleur. Et là, tu vois une catégorie de personnes que tu n'aurais pas vues dans les manifs. Premièrement, tu vois des enfants. Tu vois des grands-parents, tu vois des poussettes, tu vois tout un écosystème d'acteurs qu'après ça, tu recroises, parce que c'est de ton voisinage. Fait que tu recroises des personnes avec qui tu es tapoché, puis tu ne sais pas trop c'est quoi son nom, mais pendant l'hiver, tu le vois qui rush avec un char, mais tu vas lui donner un coup de main. Donc ça m'a donné un son de cloche important, c'est on a une opportunité, à mon avis, puis c'est un peu ça qui est au cœur de notre projet, on a une opportunité de reconstruire, restructurer nos interactions citoyennes donc, pour capter cette parole citoyenne, mais au niveau de quartier. On a une appartenance à notre quartier, qu'on le veuille ou non, et cette appartenance-là peut générer énormément de valeur. Donc, notre appropriation citoyenne à innover nos pratiques politiques, à forcer nos décideurs à prendre en considération notre parole, c'est plus efficace de le ramener au niveau de ton quartier. Si tu sens que tu as poussé quelque chose et il y a un changement concret après un certain nombre de temps, soudainement, tu sens que tu as un impact. Tu sens que tu es ancré dans quelque chose de concret. Ton empowerment citoyen il est encore plus grand. S'il y a une pétition pour une modification de loi, c'est important. Mais une fois que tu l'as envoyé, c'est pitché dans les airs. T'en perds le filon, tu ne sais plus où s'est rendu le dossier. C'est vraiment pitché dans les airs puis que l'univers fasse de quoi avec. Or, quand tu as une expression pour rajouter une piste cyclable dans ton quartier, pour rajouter un commerce, pour, verdir les ruelles, ça, c'est toutes des idées qu'on a ramassées à travers notre première campagne. Puis qu'on voit graduellement, sur 1 an, sur 2 ans, que ces choses commencent à s'implanter dans l'environnement urbain, bien, crée-moi que tu sens que ta parole a pas mal plus de pouvoir. Fait que c'est un peu dans ce créneau-là qu'on a monté Vote pour ça. Concrètement, on s'insère dans quelque chose de plus grand. On n'est pas des innovateurs, on innove strictement rien, à part peut-être l'échelle du quartier, qui en soit nouveau. Donc, on a entendu parler beaucoup de Je vois Montréal,
J'ai été cofondateur de Capital Ouvert pour la libéralisation des données publiques. Bon, si ClickFix, ça, c'en est un qui est merveilleux, où les gens rapportent un problème, genre un lampadaire pété, un feu de circulation pété, il manque une signalisation, ça s'en va directement aux administrations publiques, et on te tient au courant une fois que ça a été réglé. Donc, ce type de boucle de communication avec le citoyen est important. UrbUrb, qui vient de partir à Montréal, puis je peux mettre là-dedans aussi Potluck, j'imagine que vous les avez entendu parler récemment. UrbUrb, son principe, c'est un terrain vacant. On communique avec le propriétaire, on lui demande la permission d'investir ce terrain vacant pour permettre aux gens aux abords de contribuer. Qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir sur ce terrain vacant? Puis après ça, aider le propriétaire à soit vendre à des intérêts pour rencontrer ces besoins-là ou construire en fonction de ces intérêts-là. Potluck, c'est à peu près la même logique, mais pour des commerces vacants. Ils investissent des commerces vacants, ils créent des outils pour que les gens puissent s'exprimer sur qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir dans ce terrain, cet espace vacant. Et par après, le propriétaire cherche spécifiquement ce créneau plus populaire de commerçants. Donc, ça peut être, à Montréal, une coopérative commerce coopératif de production de jus des shakes. Les gens, c'était ça qu'ils voulaient. Fait qu'ils ont une coopérative qui est montée et qui a investi parce qu'ils étaient là dès le départ. Donc, ils ont senti l'opportunité. 3 piliers d'action. Susciter la participation citoyenne, développer des mécanismes de consultation publique pour venir appuyer les décideurs, mais aussi appuyer les acteurs locaux qui ne peuvent pas se permettre des grandes firmes de sondage pour faire de l'évaluation très poussée et à caractère scientifique. Donc nous, on le mentionne, c'est très, très, très important. On n'est pas des scientifiques, on n'a pas encore la solidité de la gestion et de la corrélation des données pour pouvoir produire un savoir à caractère scientifique, mais c'est produire des tendances, des sons de cloche, des popularités. Donc, ça permet au moins aux acteurs de s'orienter un peu plus dans leurs actions. Je ne parlerai pas de l'incubation de projet parce que ça va venir dans des phases subséquentes. Projet à venir, comme on mentionnait en introduction, on a parti notre campagne juste avec des boîtes de scrutin dans une quinzaine de commerces, avec des bulletins papier là, que vous voyez juste ici. Là. On a fait nos bulletins papier, on a énuméré une trentaine d'idées dans des sous-secteurs comme Vieux-Limoilou, Lairet. Puis avec un partenariat de diffusion Mont-Limoilou, on était quand même bien couvert sur le territoire. Mais la solution technologique, c'est juste le point de départ. Donc, on veut une plateforme qui va permettre un vote continu, un genre de wiki autour des idées. Donc, si on veut une piste cyclable sur l'avenue Boulevard Canardière, ben là, on peut aller documenter. Donc, quand on parle de coproduction des savoirs, ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à discuter. C'est comment on peut avoir ces expertises-là en aménagement du territoire, en mobilité, venir appuyer les citoyens qui revendiquent une certaine idée, pour s'assurer que lorsqu'on cogne à la porte de la ville, il y a une crédibilité en termes de conception du projet. Donc, ce qu'on veut à travers nos idées populaires, c'est créer comme une force gravitationnelle où les experts, les intéressés vont vouloir contribuer. Même des citoyens qui disent « moi, j'en veux une ». Fait que je suis prêt à mettre un 50$ à la réalisation de cette idée-là. Je suis prêt à investir tant en bénévolat pour faire du travail terrain, pour peu importe quoi. Il va y avoir des organismes locaux qui vont dire « nous aussi, on aimerait appuyer telle ou telle autre idée, verdissement des ruelles ». Un organisme comme Crack Bitume, naturellement, pourrait dire « moi, je suis intéressé ». Donc, notre objectif avec la plateforme, c'est de créer ces forces gravitationnelles où les différents acteurs vont pouvoir communiquer un intérêt à la contribution et venir appuyer la parole citoyenne, donc juste j'appuie telle idée par rapport à une autre, donc d'essayer de solidifier pour de la réalisation de projet. Je pourrais vous parler des autres mandats qui s'en viennent. Je passe très, très, très rapidement, là, il me reste genre 10 secondes, on s'en fout.
330, là on est rendu à 520 répondants à peu près maintenant qu'on a eu le en ligne. Fait intéressant, puis j'ai hâte de voir à plus long terme que ça va donner. 61% des participants sont des femmes. Est-ce que notre approche intéresse davantage la façon dont les femmes perçoivent leur expression citoyenne? Je lance la question, je n'ai pas d'a priori, mais le chiffre m'a vraiment étonné. Quelque chose qui est intéressant, alors qu'on parle du droit à l'information, de nos données personnelles qui sont un peu partout, malgré ça, j'ai juste le 10%, une personne sur 10 là, qui va voter anonymement. Moi, je trouve ça intéressant. Ça veut dire que c'est des gens qui sont prêts à me donner leurs coordonnées, leur code postal, leur adresse, peu importe, là, ça varie énormément là-dedans, mais au moins une forme de données qui me permet de te géolocaliser, d'entrer en contact avec toi. Puis ça, c'est important. En tout cas, ça m'a surpris, ça a été une belle valeur. Puis là, juste pour vous titiller un peu, ça, c'est le top 10 des résultats qu'on a obtenus, décalés. Quand on va être rendu à 520 ou à 1000, j'ai hâte de voir si ça va être encore le même reflet. Écoutez, on pourrait s'éterniser longtemps. Alors, je m'arrête ici. Si vous êtes intéressé, vous venez me voir, on pourra en discuter un peu. Qui habite Limoilou, par exemple? Pour être un bon citoyen, Oui, moi j'ai compris qu'il fallait habiter Limoilou. Et être une Mais important, par exemple, même si vous n'habitez pas Limoilou, allez sur le site, allez vous prêter Tout au jeu. mélanger aux statistiques. C'est parfait parce que nous, on va faire de la géolocalisation des répondants après. Parce que si vous rendez à Limoilou, peut-être qu'il y a certains types de commerces que vous allez retrouver. Il y a des gens qui veulent un cinéma dans Limoilou, donc peut-être les gens de Saint-Roch peuvent appuyer une telle idée. Donc, on n'a pas de barrière territoriale. Merci pour cette bonne intervention. Pour être au point, je voudrais m'accorder avec Mélissa à savoir comment on répartit le temps qu'il nous reste. On peut prendre quelques questions pour M. Janas, puis après ça, on va commencer à poser la question. D'accord. Donc, on prendra juste 2 ou 3 questions rapides, et puis je pense qu'on passera à notre série de questions pour notre panel. Donc, j'ai vu une main levée de ce son. Question très factuelle, rapide. Comment vous êtes arrivé aux options initiales sur les bulletins de vote? Est-ce que ça a été... Quelque chose que je n'ai pas parlé, mais au cœur de notre projet, c'est un processus itératif. Pour nous, c'est au cœur de notre culture numérique, qui fait qu'on a fait une première batch de rencontres, de sollicitations sur le terrain. On a été au domaine Mézeray, 3e avenue, 1re avenue, dans le coin de Liray. On a fait les artères commerciales, principalement. Puis on a posé la question, tout simplement, que voudriez-vous pour améliorer votre quartier? Puis il y a des idées qui se recroisent, mais en tout, on a généré peut-être une centaine d'idées. On a filtré à travers, on a fait 2 filtres. On avait une exposition physique dans un resto où on pouvait voir 66 idées à peu près. Et sur les bulletins, parce que 66, ça commence à être pas mal à naviguer. Et on avait fait des tests en café pour aller voir, OK, si tu reçois ça, tu vas-tu? Puis initialement, il fallait que tu te rendes au triplex pour aller voter. Puis tout le monde disait, je ne vais pas me rendre là-bas. Sur place, on va s'attendre à ce que je paye quelque chose. Fait qu'on a changé ça, on a fait un bulletin, puis ça, c'est à peu près 25-30 idées selon le bulletin. Donc, on a fait ce va-et-vient, une première consultation, une première sollicitation. On a filtré, il y a eu un biais d'intérêt, si on pourrait dire, dans le sens qu'il y avait des crottes de chien, on a décidé de ne pas mettre de l'avant ces idées-là. Puis d'autres qu'on voulait mettre de l'avant parce que c'était plus stratégique pour notre développement. Donc, en toute transparence. Là. Après, on a eu 330 répondants suite à cette première centaine de répondants. On a eu une centaine de répondants en ligne depuis, peut-être même un peu plus. Donc là, les résultats sont incomplets, mais ça, c'est des résultats à plus large échelle, plus large échantillon. Une autre question? Bonjour, mais là, je cherche juste quelque chose. Mais
sais pas si vous voyez, mais moi je vois pas. Est-ce qu'on peut avoir quand même juste une petite idée? Là? Est-ce que Ouais. tu pourrais fermer la lumière? C'est juste ça. C'est en fait, les tops, c'est bon, verdissement des ruelles, fruiterie, poissonnerie. En rouge, c'est commerce de proximité. Qui était, en fait, si vous voulez voir aussi, par thème. Donc, on voit mobilité, transport actif puis commerce de proximité sont très, très, très importants. Fait qu'il y a une composante dans notre développement qui est vraiment intéressant où on pensait, on avait un a priori, on s'attendait à ce que nos actions nous amènent davantage auprès des instances municipales, à voir comment les instances municipales réagissent en ce moment. On se retourne pas mal plus vers les acteurs locaux, dont les commerces de proximité. Derrière tout ça, là, encore plus macro, derrière ce projet-là, on a un souci de résilience locale. On parle des changements climatiques, on parle d'adaptation au changement climatique. Là, c'est vraiment sur une période vraiment plus longue. On parle de l'idée qu'on doit avoir une résilience économique, une résilience environnementale au niveau local pour pouvoir s'adapter à des impacts. Le concept de résilience, c'est pouvoir avoir les outils nécessaires pour t'adapter à des impacts, des traumatismes majeurs. Les commerces de proximité assurent une plus grande résilience de quartier. Point barre. Quand on va dans un secteur comme le Bourgneuf, il y a un gros commerce qui part, tu n'as plus rien. Une épicerie, pour raison économique, elle ferme et elle s'en va ailleurs. Tu as toute une région, une localité qui est dépourvue de besoins fondamentaux. Donc, les commerces de proximité, pour nous, on y voit une très haute valeur à aller nourrir ça. Puis, c'est ça, voilà. Ça fait le tour.